Valle Grande, quelque part en Bolivie. Ans après la mort d'Ernesto Che Guevara, sur le terrain de l'aérodrome, des géologues cubains envoyés par Fidel Castro creusent des trous tous les 50 centimètres. À la question « Est-ce que vous cherchez les restes du corps du Che ?», ils répondent « No exactamente ahora. Ahora estamos en esta fase inicial. Pero bueno, la intención final es esa, ¿no? Te equivocaste por fingir que me querías. Si tú no sabes querer, si tú no sabes amar. Te equivocas queriendo jugar en este mundo. Si apenas sabes ganar. Ernesto Che Guevara, l'homme au béret étoilé et à la beauté d'archange, est entré dans la légende comme l'image emblématique du révolutionnaire pur et généreux. Encore présent partout sur les murs de la Havane comme il était présent sur les barricades de mai 68, son portrait, saisi dans l'éternité de la jeunesse, a circulé par millions à travers la planète. Il continue d'incarner la figure de la révolte. Mort à 39 ans, l'inguérissable romantique est le héros d'une tragédie qui a changé sa vie en un fulgurant destin. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos y con Fidel te decimos, hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tout commence en Argentine, quand au début des années 50, comme Jack Kerouac à la même époque, Ernesto Guevara, jeune étudiant en médecine anticonformiste, part sur les routes à la découverte de son continent. Il a lu et relu Don Quichotte, et en guise de Rocinante, il enfourche une vieille moto avec un ami médecin. Il griffonne sur un de ses carnets de bord. Cette errance sans but m'a transformé plus que je ne l'imaginais. Toute sa vie, il écrira journaux de voyage, récits et poèmes. Comme Rimbaud, il se découvre homme aux semelles de vent.
Il remonte la cordillère des Andes, longe les lacs de Patagonie, escalade les pentes de la mythique Valparaiso, découvre le désert chilien au gisement de cuivre à ciel ouvert démesuré. Il est frappé par cette Amérique latine qui lui apparaît à la fois multiple et unique. Cet Argentin s'affirme désormais comme un latino-américain. Sur les rives du Titicaca et au Pérou, sur les hauteurs du Machu Picchu, il est en proie à la même exaltation que le poète Pablo Neruda devant la puissance de la civilisation inca. Guevara prend conscience qu'il appartient à un continent gigantesque, ce qu'il appelle sa véritable grande patrie, son Amérique majuscule. Septembre 1952, retour à Buenos Aires, dans l'Argentine péroniste. Ernesto a 24 ans, il termine au galop ses études de médecine. 15 examens réussis en 5 mois, et le voilà docteur. Mais nomade impatient et insatiable, il s'empresse de repartir, ignorant qu'il quitte son pays natal à tout jamais. L'Amérique latine est en pleine effervescence. En Bolivie, Guevara assiste à une révolution qui nationalise les mines d'étain et engage une réforme agraire. Mais les États-Unis surveillent de près les tressaillements du continent. Ils défendent leur chasse gardée où prospère l'United Fruit, la puissante multinationale surnommée la pieuvre verte, présente partout en Amérique latine. Le tout jeune docteur découvre la misère, la dénutrition, la violence sociale. Il écrit « J'ai juré de ne pas prendre de repos tant que ne seront pas annihilés ces poulpes capitalistes. » Él decía y repetía, y se lo he oído 20 veces, el médico es el hombre más libre del mundo que hace lo que quiere. Con una valijita así, con 5 o 6 instrumentos, se larga por el mundo, no necesita certificado, no necesita nada, va a trabajar y va a comer seguro. En cualquier parte del mundo no necesita ni siquiera saber el idioma del país a donde va. Él quería, yo digo que él tenía hormigas en el culo. Es decir, esos tipos que no se pueden estar quietos necesitan salir y moverse y avanzar en no se sabe qué ni para qué y después encuentra el motivo. Il accompagne dans son errance des exilés politiques qu'il suit au Guatemala où un régime démocratique tente de s'émanciper de la tutelle des États-Unis. Claro, los demás éramos todos militantes políticos. Ya Ernesto había hecho un viaje anterior por alguna parte de América Latina, aventuras en el mejor sentido. Era un hombre de grandes inquietudes sociales, culturales, pero no políticas en sentido estricto. En aquel tiempo, si uno hubiese tenido que definir su pensamiento, hubiera dicho que era una suerte de anarquista espontáneo. Là, Guevara rencontre une militante péruvienne, Hilda Gadea. Elle séduit le bel Argentin par sa flamme révolutionnaire. Ernesto et Hilda auront pendant des semaines d'interminables conversations d'ordre politique. Ensemble, ils lisent Tolstoï, Gorky, Lénine et surtout Marx. Toute une littérature engagée qui va donner du sens à sa révolte. Elle finira par s'attacher à cet Argentin qu'elle jugeait trop beau pour être intelligent. Ella era una militante. Creo que a Ernesto al principio le pasaba con Hilda lo que le pasaba con nosotros, ella no habla nada más que de política, ¿no? Pero bueno, él fue contagiándose, y se contagió con tanta intensidad que se convirtió en el Che. Y vivimos juntos un tiempo muy prolongado, hasta casi las vísperas del golpe de Castillo Armas contra el gobierno de Jacobo Arbenz, que
de algún modo marca casi el comienzo de la vida política de Ernesto Guevara. Il n'oubliera jamais ce coup de force de la CIA contre un gouvernement progressiste qui, en s'attaquant à la United Fruit, avait osé défier Washington. La répression est féroce. Obligé de fuir, Guevara prend le train pour le Mexique, alors la Mecque des exilés d'Amérique latine. Hilda finit par accepter le mariage qu'il lui propose depuis 2 ans. Elle accouche d'une petite fille joufflue aux yeux bridés et au teint mat. Ce sera Hildita. Il écrit à sa mère, c'est le portrait craché de Mao Tse-tung. C'est ici à Mexico que la vie d'Ernesto va basculer. Des immigrés cubains lui présentent Raúl Castro, le jeune frère de ce fameux Fidel dont on commence à entendre parler et qu'une amnistie vient de libérer. Fidel Castro, jeune avocat de 27 ans, s'est engagé très tôt en politique pour débarrasser Cuba du dictateur Batista. La Havane offre à quelques encablures de la Floride casinos, boîtes de nuit et prostituées. Tout s'achète dans la Havane de Batista, où le dollar est roi. La corruption règne et le régime devient brutal. Puisque Batista interdit des élections libres, Castro se tourne vers l'action révolutionnaire. Era la mañana del 26 de julio de 1953. Un grupo de jóvenes, en el año del centenario del nacimiento de José Martí, impulsados por su histórico mandato y llevando en sus conciencias el dolor de ver a su patria oprimida y humillada, trasponían los muros del cuartel Moncada para librar la primera gran batalla de las fuerzas del pueblo contra la sangrienta tiranía de Fulgencio Batista y su camarilla de politiqueros y militares venales. Los asesinos no respetarían las vidas de los prisioneros. Serían sometidos a las más bárbaras torturas y luego asesinados. C'est un échec durement réprimé dans le sang, mais le mouvement M26 est né. Castro est arrêté et emprisonné. Devant le tribunal, il lance « L'histoire m'acquittera ». Quand 2 ans plus tard, en 1955, amnistié, il débarque à son tour à Mexico, Raúl lui présente son ami argentin. C'est la rencontre décisive dans la vie de Guevara. Entre Ernesto et Fidel, le coup de foudre est réciproque. Il va durer 10 ans. Pendant 10 années, il y aura Fidel et le Che et Fidel. Jusqu'en 1965, ce duo de Barbudos, fondé sur l'admiration mutuelle, va écrire une page exceptionnelle de l'histoire révolutionnaire du XXe siècle. Des conceptions différentes de la Révolution et les choses trappes du pouvoir donneront à leur histoire des dimensions shakespeariennes. Une histoire qui a commencé une nuit de juillet 1955 à Mexico. Après mes longues marches à travers toute l'Amérique latine, il n'en fallait pas beaucoup pour me persuader de rejoindre n'importe quelle révolution contre un tyran. Fidel me fit l'impression d'être quelqu'un d'extraordinaire. Il faisait face à l'impossible et le résolvait. Guevara est déjà un marxiste convaincu. Pour lui, l'ennemi désigné est clair. C'est l'impérialisme des États-Unis. Castro, lui, veut surtout débarrasser son pays d'un dictateur. L'un et l'autre s'accordent sur la nécessité de la lutte armée. Le projet de Castro, c'est rien moins que d'organiser un débarquement clandestin à Cuba avec un petit groupe d'hommes bien entraînés et de renverser Batista. Ce projet, discuté dans la nuit par ces 2 hommes de moins de 30 ans, paraît dément. Et il l'était. La tempête fait rage. Le vieux rafio affrété par Castro, de grande mât, est 4 fois trop chargé. Le mal de mer ravage la troupe. À bord, 82 hommes. Parmi eux, engagé comme médecin, un drôle d'Argentin qui vogue vers le rendez-vous qu'il a avec lui-même et avec l'histoire. Il écrit à ses parents «
Mon avenir est lié à la révolution cubaine. Ou bien je triomphe avec elle, ou bien je meurs là-bas. Plutôt qu'un débarquement, c'est un naufrage. Le lieu est épouvantable. À peine extirpés des marais, les hommes de Castro sont cueillis par l'armée de Batista. Seule une vingtaine réussit au prix d'efforts inouïs à se regrouper dans la Sierra Maestra, le massif montagneux qui domine l'est de l'île. Engagé comme médecin, Guevara choisit de prendre une caisse de munitions plutôt que le sac de médicaments. Désormais, il sera d'abord un guerriero. First films of Cuban rebel leader Fidel Castro and his ragged force in their mountain stronghold, made shortly before fighting erupted in all 6 of Cuba's provinces. This is the band, numbered at about 1,000, that for 16 months has held out in the rugged Sierra Maestra mountains near the island's eastern tip. Ill-supplied, they make many of their weapons in crude jungle workshops. Mines and grenades made here have proved as unreliable as they are makeshift. Castro's plan of action? To fight by any means until the Batista regime is toppled. Sabotage proved effective in paralyzing Oriente province for weeks before the general outbreak of fighting. And Oriente is the province most remote from the heart of the country. Yo tenía aproximadamente 17 años y vivía en el corazón de la Sierra Maestra, y un día aparecen en mi casa soldados del llamado ejército de Batista, que para sorpresa mía dan muerte a mi campesina y pegan candela a mi casa, situación que me obliga a buscar a Fidel Castro y incorporarme a su grupo como un soldado más de la causa de la lucha cubana. Para mí en aquellos momentos fue una decisión muy dura, pues mis conocimientos al respecto de la lucha eran muy escasos, ya que yo era totalmente analfabeto y no conocía aún el significado de la palabra revolución, ni por qué tampoco se hacía aquella lucha. Hoy aprovecho la oportunidad de la visita de un periodista cubano para dar al pueblo de Cuba el primer saludo que tengo oportunidad de dar, de un pueblo que he decidido defender, conociendo solamente a través de la acción y del pensamiento de nuestro jefe Fidel Castro. Ce médecin sera de fait un combattant exemplaire. Il se révèle endurant, excellent stratège et toujours audacieux. Guevara découvre qu'il aime les armes et qu'ici, dans la guérilla, il s'accomplit pleinement. Dans la fureur de la bataille, il vit la phase peut-être la plus heureuse de son existence. La Sierra, le combat, la rude vie de guerrillero sont devenus les éléments familiers d'un univers où l'Argentin se sent à l'aise, libre de se promener enfin débraillé et de ne pas se laver parce qu'il n'a jamais aimé cela. Dans la Sierra, dit-il, c'est à l'odeur que chacun reconnaît son hamac. Et puis vient un moment inoubliable pour Ernesto. Au moment où je m'apprêtais à inscrire mon grade en face de mon nom, Fidel lança simplement « Signe commandant ». Je n'étais pas peu fier ce jour-là. Il vient d'avoir 29 ans. Il est le premier à recevoir ce grade, le plus élevé de l'armée rebelle. Je reçus une petite étoile, symbole de ma promotion. Él me mandó buscar estando en Gavilanes y yo fui allí a la comandancia. Entonces me dijo, no, como que yo siempre tenía agujas, hilos, botones y todo, pues vaya, en el bolsillo. Dice, no, para que me cosas el pantalón. Entonces se puso así en el taburete. Pero el pantalón se le rompió desde aquí, así todo. Yo ensalto la aguja con una hebra de hilo grande, yo dije doble hilo, para que no se le fuera mal el pantalón. Y empiezo a coser desde abajo.
Cosi. Cuando ya yo llegué aquí, yo empecé a temblar y nerviosa que estaba, porque imagínense, era el jefe, el che era respetuoso. Él con los ojos le decía a usted, vaya, las cosas, ¿no? Entonces, yo le dije, díceme, ¿qué te pasa? ¿Estás nerviosa? A ver, que voy a echarle el ramajo para un lado y cose. Entonces ahí fui yo, rematé y terminé. Des groupes de jeunes paysans et des renforts urbains viennent grossir leurs rangs. Il faut assurer l'équipement et l'entretien de cette troupe qui s'agrandit. Che Guevara, en pleine Sierra Maestra, organise sur quelques kilomètres carrés un modèle de territoire libre. Il fait donner des cours d'alphabétisation, met en place Radio Rebelle et imprime tracts et journaux qui feront connaître le sens de leur lutte. Aquí Radio Rebelde, órgano oficial del movimiento 26 de julio. Aquí Radio Rebelde, transmitiendo desde un punto de la Sierra Maestra en el territorio libre de Cuba. Est-ce déjà préfiguration de la société égalitaire dont il rêve? Pour Guevara, le marxiste, la finalité socialiste est une évidence. Castro, le pragmatique, n'en est pas encore là. J'ai toujours considéré Fidel comme un authentique leader de la bourgeoisie de gauche, écrit alors Guevara. Et déjà, il met en garde Castro. Nous devrons affronter l'oncle Sam. Il a découvert que le meilleur médicament pour son asthme, c'est l'odeur de la poudre. À présent, il a pris goût au cigare cubain, et qui plus est, il avale la fumée. Si on lui dit que c'est pure folie pour un asthmatique, il rétorque que c'est excellent pour tromper la faim et se protéger des moustiques. Cuando a él lo agobiaba el asma, que se sentía atacado fuertemente por el asma, se detectaba inmediatamente por su forma de respirar, su forma de andar era más pausada y lo veíamos caminar y tratando de buscar aire, de buscar oxígeno. También él se los daba en el pecho y recurría a cualquier tipo de medicamento, pues todo el mundo comenzaba a decir, el Che se siente mal hoy. L'étouffement de l'asthme lui fait côtoyer la mort comme une complice. Il s'accoutume à une survie permanente. Impitoyable avec lui-même, il devient dur avec les autres. On le respecte, mais on le craint. Y una cosa que me impresionó siempre, y ahí sí está la premonición, digamos, de lo que después él podía hacer en Cuba, era que él, cuando era muy chiquito, él mismo cuando le daban esos ataques de asma muy fuertes, calentaba su jeringa y él se ponía la inyección anti-asma. C'est sur une plage argentine, un matin d'automne 1930, à l'âge de 2 ans, que s'est manifesté l'asthme. Cette maladie étrange dont les crises miment dramatiquement la mort par étouffement. La mère d'Ernesto, Celia, est une femme moderne et rebelle. Les médecins lui ont conseillé de calfeutrer le petit malade, mais il s'étiole. Celia décide de lâcher l'enfant dans la vie afin qu'il se confronte avec la maladie. Dans ce corps à corps angoissant, Ernesto s'endurcit, se forge une volonté d'acier. Il en tirera la leçon d'une vie. On peut vaincre l'adversité. L'impossible est possible. Le père, fait rare pour l'époque, possède une caméra et le filme abondamment. Y con la madre hubo una cuestión edípica feroz, ¿no? Hay un amor tremendo de ambas partes. Además una madre joven, llena de vitalidad, muy bonita. Y él de alguna manera enfrentaba a su padre con las falencias que tenía el padre. El padre era muy buen tipo, pero muy alocado en la cuestión mujeres y en la cuestión dinero.
casa, mi padre había inventado el adjetivo Guevara. Guevara quería decir desordenado, falto de disciplina. La guérilla dure depuis 2 ans et Batista, avec une armée forte de 10 000 hommes, ne réussit pas à encercler les 300 guérilleros dans la Sierra Maestra. Fin 1958, Castro passe à la contre-offensive. Il charge ses 2 meilleurs lieutenants, Guevara et Camilo Cienfuegos, de traverser l'île d'est en ouest et de marcher sur la Havane. Avec à peine une centaine d'hommes mal équipés, Guevara réussit la mission impossible de parcourir 700 km en quelques semaines. En décembre, il parvient aux portes de Santa Clara, capitale de la province du Centre. Y empecé a analizar a aquel hombre, un argentino con asma, pero tenía un respeto, aquel carisma que tenía delante, aquel hombre hablando pausado, aquel hombre hablando con una moral extraordinaria, una invasión a pie desde la loma de la Sierra Maestra acá, por defender mi país, me daba una idea de que estaba delante de una figura que no había tratado yo. Pero lo interesante de esto fue que el Che Otomando organizó ese pueblo en 2 meses. Se incorporaron cientos y cientos de milicias. Él creó una escuela de reclutas donde todo el que iba a Bisoño iba allí y le daba práctica de guerrilla y fue nutriendo la columna a la medida en que le hizo falta. En ese interín de tiempo va un tren blindado. Cette attaque du train blindé rempli d'armes et la prise de Santa Clara, dernier verrou avant la Havane, sont les actions décisives qui ouvrent la route à la victoire. On découvre la vaillance et l'audace de ce commandant déjà mythique qu'on appelle Che Guevara. Sa légende enfle et se répand dans tout le pays. Dans les jours qui suivent la victoire, ce n'est pas l'austère commandant Guevara qui prend l'initiative d'inviter sa famille à Cuba. C'est son ami Camilo Cienfuegos qui, à son insu, lui a offert ce cadeau. Sa mère a du mal à reconnaître l'étudiant en médecine parti 6 ans plus tôt, mais elle en est fière.
Castro, prévoyant de confier à l'Argentin des tâches officielles, fait passer un décret rédigé sur mesure pour lui. Peuvent être naturalisés les étrangers qui ont servi la lutte armée contre la tyrannie dans les rangs de l'armée rebelle pendant 2 ans et ont obtenu le grade de commandant. Che Guevara est le seul à répondre à cette définition. Il est déclaré citoyen cubain. Fidel nomme le Che gouverneur militaire dans la forteresse-prison qui domine la baie de la Havane, la Cabana, dont la pénombre lui paraît propice à tenir loin des feux de la rampe ce bel étranger qui fascine les Cubains. Ce dernier a déjà une réputation de boute-feu. Ses répliques cinglantes aux journalistes, ses condamnations radicales de l'impérialisme, sa liberté de langage peuvent effrayer. Castro va garder en réserve de la révolution, celui que certains n'hésitent pas à qualifier d'éminence rouge du commandant en chef. Fidel lui confie d'abord la charge de superviser les procès des tortionnaires au service de Batista. Les familles des victimes et la population dans sa majorité réclament justice. Guevara, dans son intransigeance radicale à la Saint-Just, a sans doute veillé au bon déroulement des exécutions de plusieurs centaines de condamnés à mort, sans guère éprouver d'état d'âme. Il déclare « La justice révolutionnaire est une justice véritable. Quand nous infligeons la peine de mort, nous le faisons correctement. » Il exige que tous les officiers se relaient pour assurer les exécutions, afin que la responsabilité soit collective. Quand après la victoire, sa femme péruvienne arrive à Cuba avec la petite Hildita, le Che lui explique qu'il vaut mieux divorcer. Il a connu à Santa Clara une jeune combattante, Aleida March, qu'il épouse en juin 1959. Ils auront 4 enfants en 6 ans. J'ai débarqué à la Havane le 22 mars 1959 et j'ai été amené chez Che Guevara. La villa était sur une colline au-dessus de la mer, à Tarara, et c'était en fait une garnison parce qu'il y avait une atmosphère incroyable, un va-et-vient d'officiers, de rebelles qui portaient naturellement la barbe, le scapulaire, qui avait un air hirsute. La femme du Che, Aleida, est venue me chercher, m'a introduit dans la chambre du commandant qui avait eu une crise d'asthme assez grave la nuit précédente. Donc il m'a reçu dans sa chambre, il était torse nu, allongé un peu sur le lit. Il m'a donné une explication très précise de la nature de l'entreprise qu'il dirigeait avec Fidel Castro. Et à un moment donné, après l'avoir écouté, je lui ai dit, mais commandant, si je comprends bien, il s'agit d'une révolution plutôt radicale. Il m'a dit, Chico, se trata de una revolución socialista. C'est-à-dire, il s'agit d'une révolution socialiste, et je n'oublierai jamais l'expression qu'il a eue parce qu'il a mis le doigt sur la bouche pour me dire que c'était un secret. Si Guevara demande le silence à René de Pestre, c'est que dans les premiers mois, le caractère socialiste de la révolution cubaine n'est pas encore affirmé. Castro et le Che veulent s'appuyer sur le Parti communiste, discipliné et efficace. Mais Fidel doit tenir compte de ses alliés libéraux dans le gouvernement, tandis que Guevara, plus marxiste que jamais, le presse de prendre des mesures radicales. Castro a demandé à Guevara de préparer dans le secret, avec un petit groupe d'experts, une réforme agraire de grande ampleur. 200 000 familles bénéficient ainsi d'une redistribution des terres. Expropriées et mal indemnisées,
les possédants s'affolent et dénoncent cette révolution qu'ils comparent à la pastèque, verte à l'extérieur, mais rouge dans sa vérité profonde. Pour diriger cette réforme, Castro nomme Guevara à la tête du département industriel de l'Institut de la réforme agraire, manière discrète de faire entrer dans l'appareil d'État un personnage encore perçu par certains comme un extrémiste étranger qui sent le soufre. En fait, la modestie du titre dissimule que Fidel en fait son bras droit, le numéro 2 de la révolution. Ejerció distintos cargos, cada vez que hacía falta un hombre serio para un cargo importante, el Che se prestaba para ese trabajo. Se le nombró director del Banco Nacional, en un momento que aquellos técnicos especialistas en banco, pero inconsistentes políticamente, abandonaron el país y se fueron, se le designó presidente del Banco Nacional. Después hicieron bromas y anécdotas, que si se había preguntado por un economista, y el Che se ofreció, y dice, si tú eres economista, y yo no, yo soy comunista. Venimos a defender la revolución cubana, venimos a defender la revolución cubana. Président de la Banque nationale, Guevara, qui méprise l'argent, signe les nouveaux billets d'un Che provocateur. De la lucha americana. En février 1960, Mikoyan, vice-président du Conseil de l'Union soviétique, vient à Cuba. Accueilli par Castro et Guevara, il négocie l'achat du sucre, mais aussi la vente d'armes et un crédit important pour une assistance technique. Tout cela sous l'œil soupçonneux des États-Unis. 3 mois plus tard, le Che demande aux compagnies pétrolières nord-américaines de raffiner désormais le pétrole brut soviétique. Les compagnies refusent. El gobierno revolucionario le sale al paso a la conjura de las compañías extranjeras de petróleo que, orientadas por el State Department, intentan paralizar sus labores y detener así la vida entera de Cuba para hacerla vulnerable a cualquier agresión. Les États-Unis ripostent en suspendant l'achat de sucre sur lequel repose l'économie de l'île. C'est l'escalade. L'URSS déclare qu'elle achètera le sucre cubain. Guevara exulte. La presse américaine le dénonce comme le cerveau communiste et fanatique qui entraîne Cuba à la rupture avec les États-Unis. Elle survient en effet quand Castro et Guevara décident la nationalisation de toutes les compagnies nord-américaines. Pour Washington, le point de non-retour est franchi. La Maison-Blanche décrète l'embargo sur toutes les exportations à destination de Cuba. Le 3 janvier 1961, Eisenhower rappelle ses diplomates. Ainsi, en quelques mois, la structure capitaliste du système économique cubain a volé en éclats. En pleine guerre froide avec l'URSS, les États-Unis voient s'installer un régime communiste à moins de 200 km de leur côte. Lenin, Martí, Fidel Castro, son los días que inspiran a pelear por el triunfo del proletariado que lucha contra el capital. Adelante, obreros socialistas, la victoria es nuestra y no será. En la mente las ideas marxistas, hoy, mañana y siempre, Cuba vencerá. Castro s'attend à une probable intervention militaire et se prépare à la contrer. Le 17 avril, dans la nuit, 1500 mercenaires débarquent dans la baie des Cochons. Les vétérans de la Sierra Maestra, Fidel, Raúl Castro et Che Guevara se trouvent en tête des forces armées. Et contre toute attente, c'est la déroute pour les assaillants. Un fiasco complet et l'humiliation pour Kennedy, tout nouveau président des États-Unis. Quirón
es un símbolo para todos los pueblos oprimidos. Playa Girón es la primera derrota del imperialismo en América Latina, pero también es una de las primeras derrotas del imperialismo en escala mundial. Cuba sí, Yankee no, Cuba sí, Cuba sí, Cuba sí, Yankee no. Fidel Castro con su pueblo matará en forma unitaria. Fidel Castro con su pueblo matará en forma unitaria para imponer contra el Yankee. Vamos a reforma agraria para imponer contra el Yankee. Vamos a reforma... L'escalade est à son comble en octobre 1962 lorsque les avions espions américains découvrent à Cuba la présence de rampes de lancement de fusées soviétiques à ogives nucléaires pointées sur les États-Unis. On passe à 2 doigts d'une 3e guerre mondiale. Mais les fusées russes vont rebrousser chemin aux grandes dames de Castro et la crise se dénoue. Ces événements consacrent la rupture totale avec les États-Unis et précipitent Cuba dans les bras de l'Union soviétique. Et puis Castro nomme le Che ministre de l'Industrie à part entière. Le médecin guérillero s'y investit avec le sérieux qu'il met en toute chose dès lors qu'il s'agit de servir la révolution. Cuba en marche vers le socialisme devient à ses yeux une nouvelle Sierra Maestra où le combat est de développer le pays et de transformer les mentalités. Les voy a empujar un pequeño versito. No se preocupen, porque no es de mi propia inspiración, como dicen. Es un poema, nada más que unos párrafos, de un poema de un hombre desesperado. Más o menos, porque no tengo muy buena memoria. Quiero decir que nadie ha podido cavar al ritmo del sol y que nadie todavía ha cortado una espiga con amor y con gracia. Pour ne pas se laisser asphyxier par le blocus nord-américain, Cuba réoriente son économie en rompant avec la monoculture du sucre, en diversifiant ses cultures en catastrophe. Tout cela à la hâte et dans le désordre. La production est chaotique et la bureaucratie absurde. Che Guevara a bien du mal à mener son navire. Un travail accablant ne lui accorde presque plus le temps de dormir. Je peux dire que je n'ai pas mis les pieds dans un seul cabaret, un seul cinéma, une seule plage. Je ne suis pratiquement jamais allé chez une famille à la Havane. Je ne sais pas comment vit le peuple de Cuba. Je ne connais que des chiffres, des numéros, des schémas. Je ne considère plus les gens que comme des soldats dans une guerre acharnée qu'il faut gagner. No tenía ese tiempo que otros podían tener para dedicárselo a su familia, pero no obstante, diario él tenía en su plan la visita, como por ejemplo a Hildita, que ya no vivía con él la llamaba para ver si ya estaba en casa para pasar. A veces pasaba 10 minutos. Además yo sé que le agradaban mucho los niños y una prueba de ello es que tuvo 5. Yo sé que hay que gustarle mucho los niños a uno para tener 5. Además con el trabajo que él tenía, ¿no? Que sabía que no iba a tener tiempo para dedicarle mucho a los hijos, ¿no? Y sin embargo yo recuerdo que decía que quería hacer una novena de pelota. Que cuando él era joven quería hacer un equipo de fútbol, pero bueno, que se iba a conformar con la novena de pelota.
Après la fin de la guerre d'Algérie, l'intérêt pour Cuba était très important dans la jeunesse française. Moi, j'étais responsable des jeunesses communistes. Nous avons décidé de partir à La Havane. Moi, j'étais très impressionnée par le Che. C'était un personnage tout à fait légendaire par le fait qu'il ne tolérait pas les moindres privilèges. Donc on racontait plein d'anecdotes absolument confirmées sur le fait, par exemple, qu'il n'avait pas voulu de garde du corps, qu'on les lui avait imposés. Donc il avait demandé à avoir des paysans analphabètes qu'il contribuait à alphabétiser. Une fois qu'ils étaient alphabétisés, il en demandait d'autres. Il refusait toute nourriture particulière, bien qu'il soit arrivé malade, sérieusement malade même, de la Sierra Maestra. Il était d'une intransigeance avec lui-même qui contrastait, je dois dire, déjà à l'époque, avec celle d'autres dirigeants. Entonces, una de las primeras medidas que tomó Che cuando era ministro de Industrias fue dar la orden de que los jefes no podían tener relaciones sexuales con sus secretarias porque no quedaba claro si se ejercía una relación pasional o afectiva o lo que se estaba ejerciendo era, digamos, una arbitrariedad de poder. Y recuerdo yo que esta medida, por ejemplo, provocó asombro entre los cubanos, es decir, que Che sacase una directiva de ese tipo aparecía como una cuestión incomprendida, digamos, por la gente que le pasaba eso, ¿no? Quieren de que el Che Guevara presente esos productos ante la televisión públicamente. Y el Che dijo, sí, con mucho gusto. Y fue a la televisión. Entonces el Che agarra una caja de fósforo y empieza a rayar un fósforo. Cuando lo enciende, la cabecita del fósforo explota, ¡tac! Y él dice, esto es un atentado a la humanidad. Coge una botellita de refresco, la mira y la vuelve a mirar y ve que dice son. Y él dice, qué bien me han puesto el nombre. Son, pero son una mierda. Esos son una serie de actos que se van dando en la vida y que son los que van conllevando a que donde quiera que el Che aparezca, aparecía como el Dios de todo el pueblo cubano. El trabajo voluntario es la expresión genuina de la actitud comunista ante el trabajo en una sociedad donde los medios fundamentales de producción son de propiedad social. Es el ejemplo de los hombres que aman la causa de los proletarios y que subordinan a esa causa sus momentos de recreo y de descanso para cumplir abnegadamente con las tareas de la revolución. La rigueur qu'il s'applique à lui-même, le Che veut l'imposer aux Cubains. Il demande au peuple de faire l'effort non seulement de faire son travail habituel, mais d'aider aussi à couper la canne à sucre. Il donne l'exemple et recommande à tous les ministres de faire comme lui. Dans sa quête d'absolu, il caresse la folle ambition de faire naître un homme nouveau, sensible aux joies du travail, aux impératifs moraux, aux motivations éthiques, et non aux satisfactions bassement matérielles. L'homme communiste, cher à Guevara, n'a que faire des augmentations de salaire puisqu'il se nourrit du désir de révolution. Le Che rêve d'une révolution totale qui change l'homme dans ce qu'il a de plus profond. Bien peu, même parmi les dirigeants, sont prêts à le suivre aussi haut. Le Che n'était pas en odeur de sainteté auprès de tout le monde, surtout parmi les délégations des partis communistes ou les délégations étrangères qui arrivaient à La Havane et qui ne se gênaient pas du tout, en particulier à ce moment-là les communistes français, pour parler du Che comme d'un aventuriste, comme d'un petit bourgeois, comme d'un gauchiste illuminé. Et tout cela, il y avait de toute évidence un petit peu une entreprise concertée pour le discréditer. Et je crois que son personnage dérangeait.
Tant que Guevara jouit de la confiance de Fidel, les pressions de ce lobby anti-Che ne peuvent rien contre lui. Mais la présence soviétique à Cuba se fait de plus en plus pesante. Il est apparu très vite dans les années 63-64 comme quelqu'un qui avait l'intention de construire un socialisme différent. Et petit à petit d'ailleurs, sa perception critique de ce qui se passait dans les pays de l'Est et en Union soviétique a été très nette. Nous avons copié mécaniquement les expériences des pays frères et ce fait a constitué une erreur, pas de plus grave, mais une erreur qui a freiné le développement et a contribué dangereusement à l'heure de phénomènes qui doit être combattu avec le plus de vigueur au cours de la révolution socialiste, le bureaucratisme. Mais la situation économique frôle le désastre. Sous la pression des soviétiques, Cuba revient à la priorité au sucre. On abandonne l'industrie lourde préconisée inconsidérément par le Che et Fidel. Le ministère de Guevara se voit amputé de tout le secteur sucrier. C'est un désaveu et une mise à l'écart. Castro juge opportun d'éloigner ce compagnon trop rigoureux dans sa morale sans faille. Il délègue alors le Che à travers le monde comme ambassadeur de la révolution cubaine. Figure emblématique, il va sillonner la planète dans son éternel battle dress vert olive. Il va rencontrer Khrouchtchev, Mao, Tito, Nasser, Nehru, faire entendre la voix de Cuba aux Nations Unies. Même s'il déclare les honneurs ça m'emmerde et qu'il marche de préférence à côté des tapis rouges, cet anticonformiste volontiers débraillé, qui ignore la langue de bois, rappelle partout la justesse et l'urgence de la libération des pays du tiers-monde. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito así, nada. En février 1965, ultime étape, il arrive à Alger où il prononce un discours devenu fameux. Il ne cite pas nommément l'URSS, mais c'est bien elle qui est visée quand il proclame « Les pays socialistes sont dans une certaine mesure les complices de l'exploitation impérialiste. Le développement des pays qui s'engagent sur la voie de la libération doit être payé par les pays socialistes. » Le discours prononcé par le Che à Alger lors de début de l'année 65, lors du séminaire afro-asiatique, nous a fait l'effet d'une bombe. Parce que à ce moment-là, tous les discours étaient publiés intégralement dans la presse cubaine. Or, le discours du Che est une attaque frontale, une critique frontale de la politique de l'Union soviétique dans ses échanges avec le tiers-monde. Ça s'était jamais produit. 14 mars 1965, Che Guevara rentre d'Alger. Fidel Castro et Osvaldo Dorticos, encore président de la République cubaine, sont venus l'attendre à l'aéroport de La Havane. Le Che a l'air soucieux. Il y a de la gêne entre les deux hommes. Leurs regards se fuient.
Ce qu'il y avait de subversif, c'est le fait que le Che pensait qu'il ne fallait pas appliquer dans les rapports commerciaux avec les pays du tiers-monde les normes du commerce international comme le faisaient les pays socialistes. Il aurait voulu qu'on passe au-dessus de la loi de la valeur et qu'on fasse des cadeaux, que les pays socialistes aident généreusement à fond perdu et passer par perte et profit toute l'aide militaire et l'aide économique du camp socialiste aux pays du tiers-monde. Il était pour qu'il y ait un autre type de rapport, des rapports fraternels entre les peuples. Ça, c'était l'utopie. Castro va s'enfermer avec le Che dans un huis clos de près de 40 heures. Comme 10 ans plus tôt, lors de leur rencontre coup de foudre dans la nuit de Mexico, il n'y avait pas de caméra pour enregistrer la scène, et rien de ce qu'ils se sont dit n'a jamais transpiré. Après ce voyage, on l'a plus vu. Et alors, comme nous étions des habitués, parce qu'on avait quand même, enfin des habitués, je veux dire, on avait l'habitude de suivre les meetings qu'il faisait, éventuellement de le voir, tout d'un coup, toute la rumeur s'est répandue comme une traînée de poudre à Cuba, et tout le monde disait, ¿Dónde está el Che? Où est le Che? Plus de Che. La conciencia que va teniendo la población, que tuve yo, de que el Che no está en Cuba, o de que algo ha pasado, se empieza a dar entre marzo, abril del año 65. Y se va extendiendo. Porque, bueno, el Che es una figura que normalmente estaba presente en los actos más importantes de la revolución. Digamos, en esa época, la conmemoración de Playa Girón, o el 1 de mayo. Y al no aparecer en actos muy importantes y saberse que había regresado del extranjero. Entre Raúl et Fidel Castro, une chaise reste vide. Est-ce qu'il y a eu une rupture entre Fidel Castro et Che Guevara? Ou bien qu'il y a eu un arrangement à l'amiable, comme une sorte de partage des tâches? Moi, je reste à Cuba, étant donné ma responsabilité comme leader pragmatique pour résoudre les problèmes immédiats de la révolution cubaine. Et toi, tu enfourches au Rocinante pour tenter de faire la révolution en Amérique du Sud. Je ne sais pas. Comme dans un film noir des années 50, le Che change de visage. Pendant 6 mois, personne ne saura rien sur lui. Personne, à part Fidel et quelques militaires dans la confidence. Où était le Che en 1965, l'année où il n'était nulle part? On ne l'a su que 20 ans après. Battu sur le plan politique, désavoué sur le plan économique après son discours provocateur d'Alger, le Che n'a plus d'issue que dans une fuite en avant lui permettant de rester fidèle à son internationalisme. En accord avec Castro qui en informe les soviétiques, il part dans l'ex-Congo belge. Une guérilla s'y est développée après l'assassinat de Patrice Lumumba, héros de l'indépendance. Había muchas preguntas que nos hacíamos nosotros. Y una de ellas era, ¿qué hacemos nosotros en el Congo? ¿A qué hemos venido aquí? Pues no hay dirigentes. Los dirigentes están perdidos, no se ven. Celui qui a fait passer le Che au Congo avec 150 Cubains majoritairement noirs, c'est Pablo Rivalta, ambassadeur de Cuba à Dar es Salaam, en Tanzanie. Es decir, el lago se había convertido, Okigoma, la parte de acá del lago se había convertido en un lugar de recreo, donde los jefes, los principales jefes del movimiento de liberación del Congo, cada cierto tiempo dejaban las tropas en los lugares del Congo y venían a Kigoma a beber, a tomar, a andar con mujeres y a llevar una vida licenciosa. Lo que empezó fue a hablarnos de las mujeres en La Habana, que había estado en Tropicana, donde había mujeres muy lindas, y hablándonos de fortunas y de sueños a forma de enriquecerse, hablándonos de París, de las mujeres de París, y ese fue todo su mensaje cuando llegó. Este era
Kabila. Kabila fue este personaje tan histórico en aquellos momentos. El Che se sonrió y nos dijo: con este tipo de dirigente, el África serán muchos siglos los que le esperan de esclavitud y de colonialismo. Nasser l'avait prévenu, n'allez pas jouer les Tarzans. L'équipée congolaise va durer 7 mois de désillusion et d'incompréhension. Che Guevara écrit. Pendant que le traducteur leur assénait ma colère en swahili, ils me regardaient tous, écroulés de rire. Exténué, démoralisé, malade, lui que l'asthme a familiarisé avec la mort, devient particulièrement dur dans les punitions qu'il inflige. Au mois de mai 1965, à l'âge de 58 ans, sa mère Célia, rongée par un cancer, s'éteint sans avoir revu son fils. Pour Ernesto, le coup est sévère. Sa meilleure confidente, sa vraie complice, a disparu. Il s'est assis, a commencé à parler de son enfance. Il était là, et doucement il chantait des tangos. Eso dio lugar a que se corrieran muchos rumores en aquella época, incluso se levantaran verdaderas calumnias. Hubo quienes hablaron del Che desaparecido, el Che muerto, discrepancias y toda aquella historia. Y nosotros soportamos aquel chaparrón de rumores y de intrigas simplemente para no arriesgar la misión que él quería cumplir y el personal con que él quería ir allá. Pues era muy perjudicial ya toda aquella campaña sin una respuesta y no quedó más alternativa que publicar la carta. Y para explicar esto, vamos a leer una carta del compañero Ernesto Guevara. Fidel, siento que he cumplido la parte de mi deber que me ataba a la revolución cubana en su territorio y me despido de ti, de los compañeros, de tu pueblo, que es ya mío. Hago formal renuncia de mis cargos en la dirección del partido, de mi puesto de ministro, de mi grado de comandante, de mi condición de cubano. Nada legal me ata a Cuba. Otras tierras del mundo reclaman el concurso de mis modestos esfuerzos. Yo puedo hacer lo que te está negado por tu responsabilidad al frente de Cuba, y llegó la hora de separarnos. En los nuevos campos de batalla llevaré la fe que me inculcaste, el espíritu revolucionario de mi pueblo, la sensación de cumplir con el más sagrado de los deberes, luchar contra el imperialismo donde quiera que esté, que no dejo a mis hijos ni mujer nada material y no me apena. Me alegra que así sea, que no pido nada para ellos, pues el Estado les dará lo suficiente para vivir y educarse. Para el Che fue una gran sorpresa la lectura de aquella carta. El Che había pedido que esa carta se hiciera pública si Fidel lo entendía después de una posible muerte del Che Guevara, no en vida. Y lo sentimos muy molesto cuando dice: Stalin fue un culto a la personalidad, pero hay otras personas que quieren igualarse a Stalin y están dando paso a un culto a la personalidad muy aceleradamente. Y lo vimos que se para muy molesto, y hasta dónde sería su molesta, que inclusive esa molesta le sirvió como un medicamento para sus diarreas. Nos mira a nosotros y nos dice: esta lectura de esta carta obliga
a mi desaparición política y explica de por sí que nada tengo que ir a buscar a Cuba. Ya no es mi Cuba. Le Che a accepté d'aller se refaire une santé à Prague, après 4 mois en Tanzanie où il a tenté de comprendre l'échec de son aventure au Congo. À Prague, il passe encore 4 autres longs mois à méditer, à écrire. Durant ces dernières heures que j'ai passées au Congo, je me suis senti seul, comme jamais je ne l'avais été, ni à Cuba, ni nulle part ailleurs tout au long de mes pérégrinations à travers le monde. Ya después que se conoció la carta, que era una necesidad política ineludible, él, con ese carácter particular, le costaba mucho la idea de regresar a Cuba después de haberse despedido. Yo lo persuado de que regrese, que es lo más conveniente para todos los fines prácticos de lo que él quería hacer. Y regresa, pero también clandestinamente regresa a Cuba. Vemos aparecer a una distancia de unos 25 o 30 metros a un señor muy apuesto, con una calvicie muy pronunciada, espejuelos, como decíamos nosotros, montados al aire. El comandante Tomasevich le dice: mire doctor, estos son los hombres de cuales el comandante le había hablado, o sea, refiriéndose a Fidel, a ver qué a usted le parece. Él nos mira, vacilante, cuando levanta la vista y nos mira entonces para Tomasevich y le dice: a mí me parece que son todos unos come mierda. Y cuando él comienza a reír, Suárez Gayol lo conoce, y extendiendo el derecho diciendo: coño muchacho, es el Che, es el Che, es el Che. Revenir à Cuba après la lettre d'adieu n'est pas seulement pénible pour le Che, c'est devenu carrément impossible. En plein désarroi, il ne sait plus où aller. Et puis il finit par céder aux appels de Castro, comprenant que sa seule issue est dans l'aventure sud-américaine qu'il préconise depuis longtemps. Juillet à octobre 1966. Ces 3 mois, le Che va les consacrer à l'entraînement ultra-secret d'un groupe d'une quinzaine d'hommes triés sur le volet, des combattants d'élite, tous ramenés à la condition de simples soldats, quel que soit leur grade. Lui compris, ils seront 17 à constituer le commando qui débarquera en Bolivie, à dates espacées, par groupe de 2, selon des itinéraires différents et sous des noms d'emprunt. Yo era militante de la Juventud Comunista, era dirigente nacional en Bolivia. Coco Peredo me había indicado que nos íbamos a encontrar con el Che. Para mí fue una sorpresa muy grande. Y en el momento en que lo vi, lo mismo, ¿no? Se hablaba de que él estaba en la guerrilla en Colombia, en Venezuela, o que estaba preso, o que lo había asesinado. Entonces ahí lo vi, uno de los hombres que era más buscado, estaba en mi país. La Bolivie a l'avantage d'être centrale. Elle a des frontières avec 5 pays, le Chili, le Pérou, le Brésil, le Paraguay et l'Argentine, chère à Guevara. Il choisit donc la Bolivie pour y installer une sorte d'école de guérilla qui doit allumer les feux d'une rébellion latino-américaine. Car c'est l'heure des brasiers, annonce le Che, citant José Martí. Le Che avait une théorie, une pratique d'avant-garde, mais le but était de faire de la Bolivie une arrière-garde. Non pas de prendre le pouvoir à la passe, ce qu'il m'a dit ne pas vouloir. Il aurait été très embarrassé d'ailleurs de prendre le pouvoir à la passe, me l'a-t-il dit. Le but était de faire une sorte de plateforme à laquelle viendraient et d'où repartiraient des noyaux de foyers guerrilleros brésiliens, péruviens, argentins, colombiens, etc. Por otra parte, estaba en su apogeo la guerra de Vietnam y la mejor manera de apoyar a Vietnam
era a través del surgimiento de insurrecciones a escalas continentales que permitieran una unificación y un apoyo desde el punto de vista continental del tercer mundo. Quand il arrive à pied d'œuvre le 7 novembre 1966, Che Guevara compte d'abord sur l'appui logistique du Parti communiste bolivien, dont Mario Mondré est le secrétaire général. Hasta el 31 de diciembre no hace Mario Monge la aparición al lugar. Y para esto, cuando llega al lugar, es para comunicarle al Che de que ni él ni el partido van a ir a la lucha. No han de encontrar un lugar donde exista un compromiso del Partido Comunista o de cualquier dirigente individualmente para colaborar con la guerrilla del Che en el país. No hay. Y entonces él se ve obligado a tener que salir del África y buscar una salida. Él mismo me dijo en la conversación, yo a Cuba no podía volver. Para mí se había cerrado eso. Yo me había despedido a paso marcial. Entonces tenía que buscar otro lugar donde aparecer. Y Bolivia se presentaba las condiciones por algunas cosas que ellos llevaban y por el hecho de que nosotros estábamos en proceso de preparación que ellos lo conocían. Entonces, él me dijo, yo no te puedo dar la dirección revolucionaria, no te puedo dar la dirección. Monge se aferró a ese punto para romper. No era su concepción. Él se agarra de un punto en el cual el Che no puede ceder. Entonces busca el rompimiento. Él no buscaba el acercamiento, buscaba el rompimiento. La presse bolivienne fera plus tard le bilan de cette guérilla. L'appui urbain fut quasiment nul et se limitait à moins d'une dizaine de militants communistes en dissidence. Le 1er février, le Che emmène une troupe de 25 hommes avec chacun une charge de 30 kilos. Prévue pour durer 23 jours, cette marche de reconnaissance va s'étirer sur 48 jours éreintants. Le Che impose sur un terrain hostile des rythmes qui entraînent ses hommes et lui-même aux limites du supportable. 2 Boliviens, épuisés physiquement, se noient dans le Rio Grande. Dans la troupe, on commence à se demander à quoi rime ce calvaire de bataillon disciplinaire. Dans son journal, le Che note « La marche s'est assez bien passée ». El Che Guevara, al darse cuenta y al conocer del abandono del Partido Comunista Boliviano, busca o orienta de que se busque el contacto con Moisés Guevara, un líder independentista minero, que es el de comenzar a hacer un reclutamiento inmediato con los hombres que quedaban en la mina, sin conocerlo. Para esto los recluta bajo la mentira. Le planteó una situación que resultó ser otra. Inclusive recluta hasta un demente, o se lleva un demente, porque el demente no había que reclutar, se lo llevó. Entre ellos recluta un ex policía. Ces étranges recrues désertent presque aussitôt. Arrêtées par l'armée, elles disent tout ce qu'elles savent. Il y a des guérilleros dans la montagne. Leur chef est un Cubain, mais ils ne l'ont pas vu, c'est peut-être Che Guevara. La presse bolivienne se fait l'écho des interrogations de l'armée. Dans son isolement, le Che a chargé Tania, une Argentine qu'il a placée à La Paz depuis 1964 comme agent, d'aller à Buenos Aires pour ramener quelques éventuels recrues. En mars, elle ne ramène que Ciro Bustos, un peintre qui vient sans grande conviction. Elle ramène aussi de La Paz un jeune Français de 27 ans, agrégé de philosophie, Régis Debray, à qui Fidel Castro a demandé de jouer le rôle d'estafette auprès de Guevara pour ensuite agiter l'opinion européenne. Le 17 avril, Guevara accède à la demande de Régis Debray et Ciro Bustos qui veulent repartir.
Il divise son groupe en deux, une arrière-garde avec les malades, dont Tania. Cette arrière-garde, il ne la reverra jamais plus. Il part lui-même avec le reste de la troupe pour exfiltrer Debré, Bustos et Roth, un journaliste anglais. Recién el 19 de abril es que nosotros sacamos a Regis Debray por Muyupampa, a forma de buscar un contacto con el exterior. Ciro Roberto Bustos, al ser prisionero junto a Regis Debray, se presta a colaborar con el ejército, hasta punto de que es capaz de hacer todas nuestras figuras, hasta forma que nos hace tan bien que podíamos ser identificados en cualquier lugar por la pintura que él hace. When the guerrilla outbreak came, we had already laid on a plan for a training program for what is now known as the 2nd Rangers. That would have happened possibly by the end of this year. Because of the specific threat which the guerrillas represented, we accelerated that program. And then, of course, we have since, at the invitation of the Bolivian government, had a group training additional so-called rifle companies. Just how long have you been searching for Che Guevara, and in which countries have you been searching for him, as it were? Well, we have different people in different countries, you know, working all over, especially in Latin America and Southeast Asia and down through that way. And many of us, you know, in some of the areas that we've been in before, and never could find him, or he's always a step ahead of us. But here, I guess his luck run out. Dès le mois d'avril 1967, les États-Unis ont envoyé dans la zone des vétérans des guerres de Corée et du Vietnam pour enseigner aux soldats boliviens l'art de la contre-guérilla. Près de 700 rangers boliviens sont ainsi formés dans l'urgence et bien équipés. Mais déjà le 31 août, l'armée bolivienne a réussi à marquer un coup. Grâce à la dénonciation d'un paysan, tout le groupe de Joachim et Tania, qui depuis 5 mois cherche désespérément à retrouver le Che, est massacré. À partir du moment où les Rangers entrent en action le 22 septembre, le filet se resserre. Au total, 2000 hommes pourchassent une poignée de 20 guérilleros exténués. C'est ici, à Camiri, à 800 km au sud de La Paz, que s'est ouvert le 26 septembre le procès de Regis Debray, de l'Argentin Bustos et de 4 Boliviens poursuivis par le tribunal militaire pour subversion, vol, banditisme. Ils ont porté les armes contre le gouvernement légal, ce sont des guérilleros. L'audience est ouverte. Les colonels qui composent le conseil de guerre sont en place. Président, le colonel Ephraim Gachola, entrée des accusés. D'abord 3 jeunes Boliviens qui ont délaissé les mines d'étain où ils travaillaient pour devenir guérilleros. Puis Regis Debray et Ciro Bustos. Colonel Iriarte, procureur militaire fiscal, qui prononce un réquisitoire inattendu à cet instant du procès. Je réclame, dit-il, 30 ans de prison contre Regis Debray et Ciro Bustos, qui ne sont que des valets de Fidel Castro et qui ont pris les armes contre le gouvernement légal de la Bolivie. Et Debray, par son livre « Révolution dans la Révolution », est l'instigateur de la guérilla. Pressé contre les grillages qui barrent les accès au tribunal, une certaine foule
hurle tout à coup la mort pour Debré, la mort pour Debré, mort aux guerrilleros. Me doy cuenta que el sol está saliendo y que son soldados que están saliendo para recibir los primeros rayos del sol. De ahí hago una observación visual sobre toda la cresta militar, o sea, sobre todo el firme de la loma, y me doy cuenta que la loma está totalmente tomada por el ejército. Regreso a donde está el Che y me mira fijamente y me dice, ¿y tú qué crees de la situación? Dígole, bueno, yo la veo bastante mala. Me pone el brazo sobre el brazo herido mío y me dice, no sé por qué, pero me parece que estamos llegando al último combate. Octobre. L'audience est reprise. Les conclusions de la défense ont été rejetées. Le Conseil de guerre est compétent, il juge. Il y a quelque chose de changé dans le ton des débats. Silence de Bustos, extraordinairement pâle. Quant à Régis Debray, vous le voyez, il est triste, défait, anxieux. Et tout à coup, un cri du procureur, la justice est de notre côté. Parmi les 7 bandits qui viennent de tomber à Higueras, se trouve Che Guevara. Le Che a été mortellement blessé dans une embuscade. Et cela s'est passé le dimanche 8 octobre 1967, le matin. La captura se dio porque Che y Willy intentaban salir de la zona de combate aprovechando una pequeña chimenea, una falla en la pared de la quebrada donde ellos estaban. La pared tenía unos 15 metros más o menos de altura y había esta pequeña chimenea por donde quisieron salir y justamente se encontraron con 2 soldados. Pero en esos momentos el fusil no responde, no da fuego. Y es que el fusil del Che ha sido obstruido en los momentos que lo han herido. Él aparta el fusil, ala por su pistola. Y para el colmo, se le ha perdido el depósito de las balas a la pistola. Inmediatamente me pegaron un grito ahí, yo, mi capitán, aquí hay 2. Entonces me aproximé para verificar esta información y efectivamente eran 2 guerrilleros que estaban cubiertos por los soldados estos. Entonces pregunté, ¿usted quién es? Y me contestó, soy Che Guevara. Teníamos como una pequeña libreta, digamos así, con los dibujos que había hecho Bustos en la prisión de todos, con una extraordinaria habilidad. Tenía apenas una herida leve que ni sangraba siquiera. Entonces le dije, ¿puede caminar? Sí, me dijo, le di un soldado para que se apoye, que lo ayude, y fuimos caminando hasta la higuera, donde ya llegando allá había una pequeña escuela con 2 aulas, entonces pusimos en una Che y en la otra Willy. Al amanecer ya recibimos la información de que venía el helicóptero con el comandante de la división, el coronel Centeno Anaya, y entonces llegó con él también un agente de la CIA, conocido por nosotros en aquella época como Félix Ramos. Entonces llegamos e inmediatamente ingresamos a la escuela donde estaba prisionero el Che Guevara. Todavía era muy oscuro cuando entramos en el aula donde estaba él, entonces solamente se veían sombras. Dentro del aula había unos 8 o 7 soldados armados juntamente con un oficial. El Che Guevara estaba sentado en una banqueta y apoyado en la espalda contra la pared. Estaba con las manos amarradas y básicamente era una sombra. Este señor Félix Ramos también se acercó muy próximo al Che Guevara, básicamente su rostro estaba muy cerca de él y le dijo, ¿y tú sabes quién soy yo?
Y el Che Guevara lo miró y lo escupió en la cara y le dijo, yo no hablo con traidores. Pero ya durante la noche, yo fui en 4 oportunidades durante la noche, a manera de ver cómo estaban, en fin, los prisioneros, pero también para saciar un poco la curiosidad, hacerle algunas preguntas, pero en un tono de conversación, no en un tono de interrogatorio. Me interesaba, por ejemplo, a mí saber por qué habían escogido Bolivia, para eso cuando estaban precisamente todo en contra de lo que él mismo en sus libros y en sus escritos propugnaba de las mejores condiciones para iniciar una guerrilla. En Bolivia no se daban prácticamente ninguna de las condiciones, entonces eso fui a preguntarle, ¿por qué Bolivia? Su respuesta fue de que, bueno, la decisión no había sido exclusivamente de él, que otros niveles habían participado en esa decisión. Y cuando yo le preguntaba, bueno, ese otro nivel quiere decir Fidel, él decía, no, otros niveles. Quels sont ces autres niveaux dont aurait parlé le Che au capitaine Gary Prado? Sur ce point, les opinions divergent. Fidel aurait-il envoyé en Bolivie un Guevara devenu encombrant puisque le Che voulait de toute façon allumer des foyers en Amérique latine? Une fois là, Fidel l'a-t-il lâché? No considero que sea culpa de Fidel. Yo considero de que precisamente ha habido una maniobra, ya no solamente de Fidel, sino de Fidel ruso Mario Monge. Y al llegar allí y ver de que no existe nada de lo prometido, es donde nos damos cuenta de que algo está fallando. Teníamos excelentes relaciones de amistad, de confianza, y el Che realmente les prestaba mucha atención a los puntos de vista, a los criterios que yo le daba, porque siempre mantuvimos una confianza y una amistad hasta el final. Pero aquella era su idea. La otra cosa era prohibirle, y eso no estaba dentro del tipo de relaciones que teníamos nosotros, ni por razones de Estado, ni imponerle un criterio. Estuve empezando mi carrera docente en el 1967, me correspondió trabajar en la localidad de La Higuera. Escuché una descarga muy cercana, como unos 3 o 4 tiros. Inmediatamente yo tuve la intuición de que se trataba de él, porque según lo que se podía observar no había ya gente, era raro. Y inmediatamente yo brinqué, salí corriendo en esa dirección. Llego y me doy con él ya que estaba tendido en el suelo. No donde yo lo había dejado ese momentito antes, sino al frente, un poco a la entrada, justo al frente de la puerta. Él estaba de espaldas, con las piernas muy separadas y los brazos completamente extendidos en esta posición. L'homme qui s'est porté volontaire pour exécuter Che Guevara, c'est le sergent Mario Terán. Depuis, il se cache. Varias de las entrevistas dicen que hubo un sorteo de 4 o 5 personas encargadas de ejecutar el Che por orden que vino de la paz, y que usted fue el primero en ejecutar esta orden. Completamente falso, al menos en mi presencia no había ningún sorteo. Como ya antes había indicado, yo estaba un poco cansado, ¿no? A lo cual me retiré a descansar. Al respecto, yo lo único que pudiera aclarar que él ha fallecido por falta de atención médica. Como tenía varias heridas que había recibido en el combate, se ha llegado a desangrar este hombre, y ha sido para que haya llegado a morir. La orden fue transmitida de La Paz a Valle Grande, al puesto de comando adelantado de la división. Un texto claro que decía simplemente que no debería haber prisioneros. El apresamiento de Debré, el juicio, todo el escándalo, el show que se hace alrededor de Debré, que montado, claro, crea una situación para el gobierno boliviano muy difícil, con gran presión social y política del exterior. Cosa que cuando el Che cae preso era lógico que ellos tenían que eliminarlo porque no podrían resistir otro show del Che de ese tipo y tenían que eliminarlo.
Valle Grande llegó el cadáver del Che Guevara y fue inmediatamente conducido al hospital de San Juan de Dios de Valle Grande para que se lo exhiba a la prensa, que para ese momento Valle Grande estaba completamente lleno de periodistas, autoridades militares, autoridades políticas, en fin, estuvo en exposición su tiempo el resto del día y toda la noche. Valle Grande. Valle Grande est village bolivien où même les poteaux électriques ressemblent à des crucifix. Valle Grande où après 30 ans de secret, les militaires boliviens admettent enfin que le corps mutilé de Guevara a pu être enfoui dans l'anonymat d'une fosse commune. Pourtant, le seul vrai tombeau de celui qui portait un béret avec une petite étoile et qu'on appelait le Che reste ce lavoir nu où l'on continue à se souvenir.
sonrisa. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa, donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Seguiremos adelante, como junto a ti seguimos, y como Fidel te decimos.